Bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence de l'université marxiste donc sur la Palestine. Nous sommes ici avec Michel Collomb, hein, donc journaliste indépendant et fondateur du site Investigation. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas encore participé à une de nos conférences, vous voyez sur la barre latérale droite de votre navigateur donc une partie consacrée aux questions. Donc cet onglet, c'est pour poser des questions relatives au cours, hein, et on prendra des petites pauses pour tenter d'y répondre. Vous avez également un onglet chat qui, là, vous est dédié. Hein, vous pouvez dire bonjour, au revoir, merci, etc. Et partager des liens. Donc d'ailleurs, j'y ai donc déjà partagé un lien vers le site d'Investigation, puisque pour l'occasion, Investigation a donc lancé une promotion spéciale pour les participants ici, et ces deux livres que vous voyez affichés ici, hein, donc Thomas Suarez, Comment le terrorisme a créé Israël, et le livre d'Ilan Pappé, La propagande d'Israël, sont exceptionnellement non pas à 36 ni à 33, mais à 30 euros. Et vous pouvez donc les acheter en suivant ce lien. La promotion est valable ce soir et demain également, Michel, tu me corriges? Et demain matin aussi, mais autant le faire Et tout de demain suite. matin, ouais, donc ce Vite. soir. Hein. C'est vraiment pour l'occasion de la conférence. Ensuite, le prix repassera à 36 ou 33. Très bien. Et donc, sur ce, je passe donc la parole à Michel. Merci Vincent, Le plateau est à merci toi. à tous de participer. Je crois que c'est vraiment important parce que comme je vais essayer de le montrer, la question Israël-Palestine, elle dépend vraiment de nous tous. C'est pas une question dont nous devons être spectateurs en se demandant, voilà, quand est-ce que ça va changer, enfin, etc. Euh, cette attitude-là va rien changer. Et ce qui va changer, c'est ce que nous allons tous pouvoir faire dans notre quotidien sur, pour le débat, pour le dialogue, pour la réfutation des médias mensonges, pour l'explication des choses cachées dans l'histoire. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre d'abord à la question comment on répond, comment on réfute les principaux mythes, les principaux médias mensonges qui justifient l'existence, voire la politique d'Israël. Donc, ça sera un peu d'histoire, mais c'est indispensable. On ne peut pas comprendre le présent et peser sur l'avenir si on ne connaît pas l'histoire. On va répondre à vos différentes questions sur l'antisémitisme, les États-Unis, toutes les questions qui se posent sur Israël. Je voudrais insister sur les faiblesses d'Israël et les raisons qui doivent nous inciter à l'optimisme. Je sais que ça peut sembler paradoxal. Israël semble totalement impuni et pouvoir tous les 5 ou 6 ans massacrer des gens et rien ne change, mais je vais montrer qu'il y a des facteurs qui font que c'est en train de changer et que ça peut changer. On va aussi analyser la bataille de l'information. La bataille, comment elle se mène. Et la première chose, c'est de comprendre comment notre ennemi fonctionne, comment l'appareil de désinformation, la machine à mentir, comme a dit Roger Waters, qu'est Israël, fonctionne. Si on veut travailler contre, il faut comprendre comment eux-mêmes travaillent. On va parler des médias et on va essayer, si, oui, c'est très important, on va prendre le temps de discuter sur qu'est-ce que chacun de nous peut faire concrètement. Je tiens à insister que ce n'est pas quelques vedettes, quelques écrivains ou personnalités qui peuvent changer les choses, c'est chacun de nous, chaque citoyen, et ça c'est très important. Alors, on ne va pas les prendre tous. J'ai abordé dans le livre Israël, parlons-en, qui a été fait en 2010, une vingtaine d'interviews pour résumer l'ensemble de ce qu'il faut comprendre pour pouvoir parler d'Israël et convaincre sur Israël, sur la Palestine. On va en prendre seulement ce qui me semble les principaux. Et la première chose qui, dans l'information, la psychologie, dans l'éducation aussi, et dans la mentalité de beaucoup de gens, la première chose à réfuter, c'est qu'Israël est né à cause d'Hitler, à cause du génocide qui a été commis contre les Juifs,
et donc pour offrir une patrie qui serait un refuge par rapport à ce que tous les Juifs avaient souffert. Ça, c'est totalement faux. Et en fait, il est important de connaître l'histoire et de pouvoir l'expliquer très simplement aux gens. Israël n'est pas un projet né en 1945, voilà, pendant la guerre. Il est né en 1897, 97 pour les amis français, même avant le projet a déjà été formé. Mais bon, la vraie date de fondation de ce qu'on appelle le sionisme, c'est-à-dire la théorie qui dit voilà, les Juifs doivent avoir leur patrie, ils doivent occuper la Palestine et même ils doivent chasser les Palestiniens. Et là, cette théorie est née au congrès de Bâle en 1897 avec un certain Herzl, qui était un journaliste qui est devenu donc le porte-parole du sionisme. Et Herzl, dès le début, est extrêmement raciste, extrêmement violent et colonial. Et lui, donc, il dit, voilà, il y a un racisme anti-juif en Europe actuellement, et ça c'est vrai. Il y avait des pogroms en Russie, en Pologne, et chaque fois qu'il y avait un grand mécontentement social et économique, et le régime de la Russie, c'était vraiment épouvantable. Les gens étaient très pauvres et très malheureux. Et donc, chaque fois qu'il y avait ça, le tsar et ses ministres s'arrangeaient en disant c'est la faute des juifs. Les juifs avaient des fonctions de commerçants, de prêteurs, etc. Et donc, ils servaient de bouc émissaire, un peu comme les musulmans aujourd'hui. Donc il y avait ce racisme important. En Europe occidentale aussi, on a eu la célèbre affaire Dreyfus, où un officier de l'armée française a été accusé, condamné, emprisonné parce qu'il était juif. Ça a été une très grosse mobilisation avec Émile Zola, J'accuse, tout ça. Et donc il y avait vraiment le racisme, c'est un fait. Mais la communauté juive à l'époque a réagi de différentes manières à ce racisme. Et peu de juifs, en fait, soutenaient à l'époque le projet de fonder la Palestine, de fonder Israël, de fonder une patrie réservée aux juifs. Et en fait, les responsables sionistes, il y avait des autres courants, des courants qui disaient qu'il faut se battre avec tous les travailleurs contre les discriminations, pour l'égalité des droits, pour le respect des cultures et des religions. Il y avait des juifs très fortunés qui trouvaient qu'il ne fallait pas insister sur ça et qui voulaient garder leur position privilégiée dans l'élite. Et donc, les sionistes se sont rendus compte, en fait, qu'ils étaient faibles. Vous savez, le 19e siècle, c'est l'époque des grands nationalismes. Il y a l'État français qui est depuis longtemps, mais l'État allemand et l'État italien se constituent en 1870. Ils s'unifient leur territoire, ils essaient de trouver des colonies. La place est prise, donc c'est une grosse bataille pour les colonies. Et donc, les sionistes se rendent compte qu'ils vont avoir besoin d'un impérialisme, une puissance coloniale, qui sera leur parrain. Et alors, Herzl va d'abord aller s'adresser à l'Allemagne. Et j'ai une petite citation très éloquente. Alors, je vais prendre plusieurs citations aujourd'hui d'une petite brochure que je vous recommande chaudement de Jean-Pierre Boucher. Je sais qu'il n'y a pas trop de reflets. Palestine, plus d'un siècle de dépossession. Vous pouvez trouver ça chez l'éditeur Scribest. Et donc, Herzl, il fait une déclaration très claire. Notre mouvement sioniste doit se battre amèrement avec les partis révolutionnaires qui voient à juste titre en lui un adversaire. Donc il s'agissait de détourner les juifs travailleurs, les juifs pauvres, d'un mouvement révolutionnaire qui va aboutir par exemple en Russie à la révolution de 17. Nous avons besoin, dit Herzl, d'un encouragement, même si celui-ci doit être soigneusement gardé secret. Donc on voit déjà que la politique des sionistes est à double visage, il y a la face publique, il y a la face cachée. Un encouragement qui doit rester secret. Je place tous mes espoirs, dit Herzl, dans le Kaiser, donc dans l'empereur allemand qui regarde au-delà des mers dans une vision aussi vaste que le monde. On est effectivement, on vient de partager l'Afrique, on cherche les terres à partager ou à occuper, ou on cherche à repartager, à occuper les terres occupées par d'autres puissances coloniales. Donc c'est la grande bataille qui va mener à 14-18. Et les sionistes, ils sont dans cette phase. Et donc, ils se disent, si on n'a pas un grand impérialisme pour nous sponsoriser, c'est foutu. Et comme le Kaiser, ça ne marche pas, il va essayer, le même Herzl auprès de l'Empire ottoman, l'Empire turc de l'époque, ça ne marche pas non plus, il est trop affaibli. Et finalement, ça va marcher auprès de la Grande-Bretagne.
Et donc, c'est clairement un projet colonial dès le début, Israël. Ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans la Deuxième Guerre mondiale et avec Hitler. Alors, j'ai une autre citation euh, très intéressante sur l'hypocrisie, justement, des colonialistes britanniques qui, à ce moment-là, occupent la Palestine et une bonne partie du Moyen-Orient, se le partagent avec les colonialistes français. Et Lord Balfour, qui a fait une déclaration disant oui, on voit d'un bon oeil l'installation de colons juifs en Palestine. Il était assez hypocrite et il a dit aux Palestiniens qu'on allait respecter leurs droits, bien sûr, mais en réalité, dans une note privée au gouvernement britannique, Lord Balfour écrit ceci: nous n'avons même pas l'intention de faire semblant de consulter les vœux des habitants actuels du pays. Même pas l'intention de faire semblant de consulter. Les quatre plus grandes puissances, dit-il, sont engagées pour le sionisme. Donc c'est clairement, dès le début, les sionistes sont les forces locales, les mercenaires des impérialistes. Donc voilà le paysage à l'époque, début du XXe siècle. En 1945, les États-Unis vont prendre le relais de la Grande-Bretagne pour la Grande-Bretagne est affaiblie par la Deuxième Guerre mondiale, donc les États-Unis cherchent à prendre leur place. Et en fait, la Grande-Bretagne, elle avait comme objectif de contrôler le canal de Suez, qui était la route stratégique vers l'Inde, ces colonies qui rapportaient beaucoup. Elle avait comme objectif d'affaiblir l'Égypte, qui pouvait être une puissance qui contestait sa domination, et elle voulait diviser le monde arabe en deux. Plus tard, les États-Unis, eux, quand ils prennent le relais, leur projet, c'est le contrôle du pétrole du Moyen-Orient et bien entendu, le contrôle, la domination sur le pétrole du Moyen-Orient par les États-Unis, ça va être la base de leur domination mondiale pendant une période qui est en train de s'achever. Voilà, ça c'est donc une première réponse à un média mensonge très 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 fréquent, et les gens de bonne foi disent oui mais les Juifs ils ont tellement souffert, il faut quand même qu'ils aient un endroit où se, se réfugier. C'est totalement faux. L'histoire prouve que ça ne s'est pas du tout passé pour ces raisons-là. Un deuxième prétexte qui est souvent avancé par les sionistes et repris malheureusement dans les médias, c'est que oui, bon, ok, les Juifs, ils viennent là, ils poussent les Arabes, mais en fait, ils reprennent la patrie dont ils ont été chassés à l'époque de Jésus-Christ. Les Romains ont provoqué un exode, ils ont chassé la population palestinienne. Alors ça, c'est la fake news totale, parce que il n'y a jamais eu d'exode de la population palestinienne. C'était des paysans. L'Empire romain qui les occupe ne va pas chasser les paysans qui leur versent des taxes et qui les enrichissent, bien entendu. Donc, on a eu quelques personnes isolées qui ont été exilées, mais il n'y a pas eu un exode de masse. Alors, la question importante qui se pose, évidemment, c'est, bon, s'il n'y a pas eu d'exode, les Juifs qui sont arrivés dans les années 20, 30, 48 et après en Israël, mais c'est qui si ce n'est pas les descendants des Juifs, des Palestiniens de l'époque? C'est qui? Ben, en fait, ce sont les convertis. Ce sont des gens qui, en Europe de l'Est, Russie, Pologne, Ukraine, etc., en Europe de l'Ouest, au Maghreb aussi, se sont convertis à la religion juive pour différentes raisons. Et donc, il n'y a pas de peuple juif. C'est une appartenance à une religion, mais ça ne forme pas un peuple. Ce mythe de l'Exode a été bien réfuté par Shlomo Sand, un historien, un écrivain israélien. Il est interviewé dans le livre que j'ai mentionné, Shlomo Sand, et il explique que voilà, c'est un mythe auquel les dirigeants, les historiens, les archéologues ne croient absolument pas. Et donc voilà, le titre de son livre est très éloquent, d'ailleurs, c'est Comment le peuple juif a été inventé. Un troisième média mensonge très fréquent pour justifier la politique d'Israël, c'est que oui, ok, les Israéliens sont venus, ils ont colonisé, mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'il n'y avait personne là-bas. C'était une terre sans peuple et un peuple sans terre est venu l'occuper, donc c'est pas grave. Alors, le mythe de la terre sans peuple, ça a beaucoup circulé. Moi, quand j'étais jeune, il y a eu cette fameuse chanson
Adamo, qui disait, je ne vais pas la chanter, rassurez-vous, mais qui disait de mémoire que voilà, les Israéliens ont fait fleurir le désert. Mais ce n'est pas un désert, il était déjà très très florissant. Et en réalité, les voyageurs de l'époque décrivent vers 1850 la Palestine comme étant un océan de blé, je cite, et que c'était une région extrêmement fertile comparée aux autres pays voisins. Et donc, il y avait à l'époque cette agriculture très importante, l'élevage, bien entendu, l'huile d'olive, le savon. Il y avait plus de 1200 usines et ateliers vers 1900, les années, début du XXe siècle. Il y avait 600 kilomètres de chemin de fer, exceptionnel pour l'époque. Et donc, c'était vraiment un pays pré-industriel. Et l'Empire britannique, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très intéressé de coloniser la Palestine et qu'il a besoin d'implanter des Juifs pour occuper et rentabiliser la terre. L'occupation par l'Empire britannique et le fait de favoriser les Juifs va provoquer une résistance très très forte. Au début, ça passe un peu, les Juifs commencent à acheter des terres, ils sont financés par des milliardaires européens, ils achètent des terres, ça passe, mais à un moment donné, en 1921, l'occupation et la colonisation provoquent des émeutes. En 1936, il y aura carrément une grève qui va durer plusieurs mois. Et l'occupant britannique va la réprimer de façon féroce. Et donc, d'ailleurs, le responsable britannique, non, c'est une autre citation que je cherche, mais que je ne trouve pas, c'est pas grave. Donc, on voit que le sionisme, en fait, dès le début, c'est la colonisation, le nettoyage et le pillage. Et je vais vous lire 4 ou 5 citations que dans le temps j'appelais les citations portefeuille et maintenant je vais appeler ça les citations portables. Je m'explique. Quand j'ai commencé à faire travail sur Israël-Palestine, les téléphones portables n'étaient pas encore ce qu'ils sont maintenant. Et donc je disais aux gens, si vous voulez pouvoir vraiment être militant de l'information de solidarité avec les Palestiniens, il y a quelques citations que vous devez avoir toujours dans votre portefeuille quand vous rencontrez quelqu'un et que vous discutez dans le métro, au travail, à l'école, partout. Ayez-les toujours sous la main et ce sont des citations des sionistes eux-mêmes. Parce qu'évidemment, si vous critiquez Israël, on va dire oui, mais bon, j'ai un parti pris, mais c'est très intéressant, et ça c'est vraiment un point de méthode qui me semble fondamental. C'est très important d'utiliser les déclarations des sionistes eux-mêmes pour prouver en fait. Je vous avais déjà donné une citation de Herzl en 1895. Il dit « Nous inciterons la population démunie, donc les Palestiniens, à passer la frontière en lui procurant de l'emploi dans les pays de transit, mais en la privant de travail dans notre pays. » Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le colonialisme de peuplement, pas de simple exploitation, comme les colonialistes ont fait dans d'autres régions, ils gardent la population. Non, ici, le but, c'est de chasser la population. Et Herzl le dit très clairement, c'est dans la brochure de Jean-Pierre Boucher, page 10, et c'est une continuité dans la politique sioniste. Ce n'est pas une déclaration qui a à une certaine époque, et puis c'est fini. Je vais vous montrer que c'est vraiment la politique continue du mouvement sioniste avant, pendant et après la fondation. En 1937, Ben Gurion, qui est le fondateur de l'État d'Israël, va devenir son premier ministre en 1948, Ben Gurion dit « Le transfert forcé des Arabes depuis les vallées de l'État juif pourrait nous donner quelque chose que nous n'avons jamais eu, une Galilée sans Arabes. » Donc, il s'agit vraiment bien de les chasser. Et Ben Gurion, dans un discours en 1938, est encore plus clair. Je cite, « Ne nous racontons pas d'histoire. Politiquement, nous, Israéliens, sionistes, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. C'est leur pays parce qu'ils y habitent, alors que nous voulons venir ici et coloniser de leur point de vue, nous voulons nous emparer de leur pays. » Une autre, pour montrer que c'est vraiment constant,
Joseph Weitz était le directeur du Fonds national juif. Ça, c'est une institution très importante qui a, bien avant la création d'Israël, organisé la colonisation des terres prises aux Palestiniens pour développer une économie juive, une économie sioniste. Joseph Weitz, la seule solution, il dit ça en 40, est Eretz Israël, le grand Israël, ou au moins Eretz Israël occidental à l'ouest du Jourdain, sans Arabes. Il n'y a pas de place pour un compromis sur ce point. Il ne faut pas laisser un seul village, pas une seule tribu. Donc c'est vraiment le nettoyage et l'épuration ethnique à fond. Ben Gourion, en 39, pardon. Si on me demandait, en décembre 39, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Ben Gourion, si on me demandait de choisir entre sauver tous les enfants d'Allemagne en les faisant partir vers l'Angleterre et d'en sauver que la moitié en les faisant venir en Eretz Israël, je choisirais la seconde possibilité. Donc le but n'est pas de protéger les Juifs, il laisse tomber les Juifs persécutés par Hitler, la seule chose qui l'intéresse, c'est de renforcer Israël et de le peupler. Alors, ça c'est dans la période avant, et évidemment on va se demander est-ce que ça continue après. Le premier, Moshe Charet, qui était premier ministre israélien en 54-55, fait une déclaration du même tonneau. Les réfugiés trouveront leur place dans la diaspora grâce à la sélection naturelle, tiens, théorie à la mode à l'époque, hein, grâce à la sélection naturelle, certains résisteront, d'autres non. La majorité deviendra un rebut du genre humain et se fondra dans les couches les plus pauvres du monde arabe. Je vois que mon image disparaît de temps en temps, alors il faut l'enlever et la remettre. Une dernière importante, c'est le même Charet, le même Premier ministre, pas très connu, mais significatif d'Israël, en 1955. Là, il passe à la question suivante. Je lis. Israël doit inventer des dangers en adoptant la méthode provocation et revanche. Et par-dessus tout, souhaitons une nouvelle guerre avec les pays arabes afin de nous débarrasser de nos problèmes et d'acquérir notre espace. Acquérir notre espace aussi, un vocabulaire en vogue à l'époque. Donc là, on a un peu la théorie, la stratégie pour manipuler l'opinion et aussi pour souhaiter provoquer des guerres. Vous savez, la grande justification d'Israël, ça a toujours été, nous sommes un petit État faible, tous les pays arabes autour veulent nous attaquer. Et là, quand on voit les vraies déclarations des dirigeants israéliens, on voit qu'en fait, ils se considèrent eux-mêmes comme les agresseurs, qu'ils ont besoin de la guerre et qu'ils ont besoin de mentir pour utiliser les guerres qu'ils vont avoir. Alors là, on en vient à ce qui est le grand tabou des médias, c'est la Nakba. C'est-à-dire, et ceci c'est vraiment très important, en 1948, l'ONU a accordé, très mauvaise décision, un plan de partage d'Israël, de la Palestine, pardon, et on a donné grosso modo la moitié du territoire aux sionistes et l'autre moitié restait pour les Palestiniens. Mais en fait, en 1948, les sionistes, l'armée sioniste, les milices, ont organisé la terreur pour chasser le maximum de Palestiniens de la zone qui allait devenir Israël et les occuper. Ils voulaient vraiment un nettoyage ethnique. Et donc, ça a été longtemps contesté par les dirigeants sionistes qui ont dit non, ils sont partis parce que les Arabes les ont appelés, parce que de toute façon, pour eux, c'était la même chose d'aller un peu plus loin, les Arabes sont comme ça, tous des arguments pareils. Et donc, pendant longtemps, on nous a dit c'est un hasard si beaucoup de Palestiniens sont partis à l'époque. Ce mythe, ce média mensonge d'Israël, a été détruit par un historien sioniste israélien, Benny Morris, que j'ai interviewé, tout sioniste qu'il était, aussi dans le livre Israël parlons-en. Benny Morris, je l'ai interviewé sur cette question parce qu'il a fait un travail d'historien précieux. Il a dit, ben oui, la Nakba, c'est tout à fait passé. Et il a montré sur les cartes les villages, les noms, les occupations. Il a établi vraiment une cartographie de tout ce qu'Israël avait détruit pour faire place nette.
Et un autre historien qui, lui, n'était pas sioniste, Ilan Pappé, dont on va reparler, a confirmé la même chose. Et donc ça a été vraiment, à l'intérieur même d'Israël, la destruction du mythe fondateur. Donc, la Nakba, c'est vraiment très, très important parce que c'est la chose à laquelle on doit toujours ramener les gens. Il y a beaucoup de discussions maintenant et on peut vous entraîner dans toutes sortes de discussions sur oui, mais les Palestiniens, ils font ceci ou ils font ça. Il me semble important de ne pas se laisser entraîner dans des discussions sur des points secondaires ou des détails. C'est la stratégie des sionistes. Il faut toujours la ramener la discussion à la question essentielle. Vous avez chassé les Palestiniens de leur terre. Vous êtes une puissance coloniale qui pratique le nettoyage ethnique. L'apartheid, c'est une phase intermédiaire. Le vrai but, c'est de les chasser. Et donc, si le colonialisme est condamné sur l'ensemble de la planète, si aujourd'hui plus personne n'ose défendre le colonialisme anglais, français ou belge, enfin, par certains nostalgiques, le colonialisme israélien, lui aussi, il doit passer à la poubelle de l'histoire. Il est temps d'en terminer et d'installer tout État sur une base démocratique. Un homme, une femme, une voix, pas de privilèges parce que on dit qu'on a été là il y a 2000 ans ou qu'on a telle religion, ou, etc. Donc, la Nakba, c'est le départ d'un processus continu de colonisation, de destruction de ce qui a été accordé aux Palestiniens en 1948, et Israël va par étapes provoquer, rechercher cette élimination des Palestiniens. Alors si Vincent a la possibilité de montrer la carte qui diffuse, voilà, qui diffuse les différentes phases, vous voyez que entre 1920 et 1948, ben, tout est vert, tout est palestinien. À partir de 1948, Israël reçoit le gris et les Palestiniens sont réduits à pas grand-chose avec le vert, la bande de Gaza et la Cisjordanie. La carte, il y a des petits détails. Nous en avons une autre carte avec plus de précision dans le livre, mais c'était compliqué de la montrer, donc voilà, on ne rentre pas dans les détails. Avec la guerre de 67, Israël va prendre encore un peu plus. Et actuellement, dans la phase qui a commencé en 95 et maintenant, vous voyez que le territoire palestinien, ben, il y a la bande de Gaza qui devient une prison à ciel ouvert, et le reste, ça devient des confettis. C'est tellement fragmenté avec un processus de colonisation, des routes qui coupent des villages, qui coupent les gens de leurs champs, qui coupent les familles, etc. Ça devient un état invivable et c'est le but. Vous voyez bien qu'on est dans ce processus de chasser systématiquement les Palestiniens de leur territoire. Et encore deux citations que vous pouvez utiliser pour montrer que c'est une volonté continue et pas un truc historique dépassé. Netanyahou déclare en 1989, il est alors ministre des Affaires étrangères, Israël, dit-il, aurait dû profiter de la répression des manifestations en Chine, quand l'attention du monde était sur ce pays-là, pour expulser massivement des Arabes des territoires. Donc toute occasion est bonne. Et Sharon, qui a été Premier ministre et a poursuivi la colonisation, Sharon déclarait en 1998, je cite, c'est un meeting électoral, donc il s'adresse aux Israéliens. Chacun doit bouger, courir et s'emparer d'autant de collines qu'il le peut pour agrandir les colonies, parce que tout ce que nous prenons maintenant restera à nous. Il faut le prendre par la force. Donc vous voyez, on a vraiment un processus de colonisation, de nettoyage ethnique. Ça n'est pas du tout un processus qui est arrivé pour se défendre, pour se faire une place, c'est vraiment une colonisation extrêmement brutale et violente. Alors, voilà un premier point sur lequel je voulais insister. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce que j'ai dit avant de continuer sur la suite? Vincent, tu as des questions qui sont venues?
Alors oui, tout à fait. Il y a une question, concernant, l'expansion, actuelle, hein, donc Cisjordanie, notamment. Et la question c'est: est-ce qu'il y a un plan, délimité prévu du territoire, envisagé par, l'État d'Israël ou bien, est-ce qu'il n'y a pas, de fin, du point de vue, territorial, hein? Donc, quel est un peu le projet, de l'État d'Israël en termes de colonisation, à terme? Je suis allé fin 18 en Palestine pour un voyage. J'ai rencontré un architecte qui fait justement de la cartographie, de l'analyse géographique du territoire. Et il m'a expliqué qu'en fait, vous savez, quand vous vous rendez en Palestine, vous êtes parfois obligé de faire un détour d'une heure avec la voiture ou le car pour aller rejoindre quelque chose qui est à 5 minutes en face de vous, mais il y a un barrage et seuls les Israéliens peuvent passer. Donc vous devez faire, et les Palestiniens évidemment doivent faire des détours épouvantables pour leur simple activité économique quotidienne. Et donc cet architecte m'a expliqué qu'en fait oui, le procédé, les colonisations, les colonies, pardon, ne sont pas installées au hasard. On cherche les endroits qui sont intéressants économiquement, on cherche les endroits qui permettront d'affaiblir l'activité économique des Palestiniens qui continuent, hein. Je signale que, par exemple, une association de mon ami Jean-Marie Dansette, là, le Philistin, il diffuse énormément de produits, huile d'olive, produits alimentaires, chaussures, jeans, tout ça, des produits fabriqués pour aider les Palestiniens à la survie économique. Eh bien, le procédé de la colonisation est de construire des routes et des murs pour briser vraiment tous les endroits économiquement intéressants de la Palestine. Donc, effectivement, il y a une stratégie qui n'est pas écrite évidemment, mais qui est très claire et très analysable de cette colonisation constante. Ça va? D'autres questions sur l'histoire? Sinon, je poursuis. Pour l'instant, c'est tout, merci Michel, hein, je te laisse poursuivre, hein. Très bien. Alors, j'ai dit qu'il y avait un deuxième point qui me semble très important, c'est que Israël semble tout puissant. Tous les 5-6 ans, on dirait qu'il peut se permettre de massacrer des Palestiniens et il n'y a pas, évidemment, ce n'est pas du tout une situation militaire équilibrée et il n'y a pas du tout de sanctions de la part de l'Europe et des États-Unis. Donc, les gens avec qui je discute sont souvent pessimistes. Voilà, en plus, les régimes arabes sont complices, donc ça va durer toujours, on n'en voit pas la fin, etc. Je pense que il est important de se rendre compte, et les événements récents l'ont confirmé, que oui, Israël a une force importante qui lui est octroyée par ses armements et son financement des États-Unis et de l'Europe, ça c'est très important de le dire. L'Europe est une puissance coloniale en Palestine, au Moyen-Orient, par l'intermédiaire d'un agent. Dans le livre dont j'ai parlé, Noam Chomsky nous disait que Israël is the cop of the Middle East, c'est le flic du Moyen-Orient, et donc il faut le dire, l'Europe et les États-Unis sont des colonialistes en Palestine. Ils sont directement en train d'armer, de financer et de soutenir par toutes sortes de moyens Israël. Je rappelle qu'Israël est un membre non officiel de l'OTAN. Il a des accords de coopération avec l'Europe. Il s'aide pour fabriquer des drones. Il y a des universités, des services de police européens, des universités qui collaborent avec les services et la police israélienne pour bénéficier de sa précieuse expérience de répression des émeutes. Donc oui, on est très très complices. Et malgré tout ça, il y a des faiblesses importantes d'Israël. Le premier facteur fondamental, c'est la très longue résistance du peuple palestinien. Les colonialistes sionistes, comme toujours arrogants, pensaient que en quelques années, 10, 20, 30 ans, ça allait être fini et que les gens qu'ils avaient chassés allaient renoncer et refaire leur vie ailleurs, etc. Mais pas du tout. Et donc, cette résistance admirable est vraiment un problème, d'autant plus que si on additionne les Arabes qui vivent en l'intérieur d'Israël, la Cisjordanie, Gaza et tous les réfugiés dans les pays voisins qui ont été chassés, dont beaucoup veulent revenir, il est clair que si demain on fait un seul État là, comme je pense que c'est la seule solution possible, si on fait un seul État, les Palestiniens seront majoritaires. Et donc, l'État ne pourra plus, l'appareil d'État ne pourra plus mener cette politique de guerre et d'agression.
Un important facteur d'affaiblissement d'Israël, c'est sur le plan militaire. Dans les guerres précédentes, en 67, en 73, etc., il a pu remporter des victoires parce que les adversaires étaient soit pas très décidés, soit militairement très inférieurs. Mais on a vu que quand il a essayé d'envahir le Liban en 2006, ça a été une défaite lamentable. Il a dû retirer ses troupes en état d'infériorité. Et donc, il s'est heurté, en fait, à la guérilla populaire, au Hezbollah, qui s'est appuyé sur une guérilla populaire, sur une autre manière de faire la guerre et la résistance, en se basant sur la solidarité de tout le peuple. Et donc, c'est quelque chose qui, pour la libération de la Chine, occupée par le Japon, pour le Vietnam, agressé par les États-Unis, la guérilla populaire est la façon de triompher d'un envahisseur colonial et impérialiste. Ça, c'est donc un facteur très important. Une évolution importante aussi, c'est que Israël s'est démasqué. Il avait réussi, notamment grâce aux médias, à avoir l'image du petit pays menacé par ses grands voisins, de la victime, mais la violence et les images, surtout les images qui ont circulé à partir de la diffusion d'Internet à partir des années 2000, et on a vu ça en 2008-2009, au premier jour de l'agression contre Gaza, les médias européens disent Israël fait des représailles, il se défend. Et bien vite, les internautes font circuler des images venant de Palestine qui montrent les massacres, la boucherie épouvantable, la violation des droits, des crimes de guerre commis par Israël. Et donc, cette violence va démasquer Israël auprès d'une grande partie de l'opinion, même occidentale. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que même auprès des Juifs des États-Unis, qui ont historiquement eu un rôle très très important, une grande partie des Juifs, pas tous, hein, a été organisée autour des lobbies comme l'AIPAC et d'autres, qui ont fait en sorte que la politique des États-Unis amène beaucoup d'argent à soutenir Israël et ses guerres. Mais ça, c'est en train d'évoluer et je l'ai analysé notamment dans un texte qui s'appelle Antisémitisme, pourquoi y a-t-il deux définitions? Peut-être que Vincent pourra montrer le lien. C'est un texte que je vous demande d'aller consulter si vous voulez vraiment comprendre différents points. Et un point que j'explique dans ce texte, c'est qu'effectivement, une grande partie des juifs de la jeune génération juive aux États-Unis ne soutient plus Israël et le critique. Et il y a des sondages qui montrent cette évolution. Ça inquiète beaucoup euh, les dirigeants sionistes. Bien entendu, j'aurais dû mentionner que l'ensemble du monde arabe, je ne parle pas des régimes évidemment qui sont complices, mais l'ensemble de la population arabe continue à rester solidaire des Palestiniens, même dans un pays comme le Maroc où le roi collabore de manière scandaleuse avec Israël, et la population reste pro-palestinien, et c'est un facteur important. À l'avenir, les régimes arabes, les dictatures arabes vont devoir faire de plus en plus attention à ça. Il y a d'autres facteurs encore, il y a beaucoup de facteurs qui affaiblissent Israël. Sa politique néolibérale. Dans les premières décennies, il y avait toute une image un peu socialisante, il y avait les kibbutz, il y avait une politique sociale, c'est l'influence de l'époque aussi, et donc la politique intérieure, la politique économique et sociale israélienne a beaucoup évolué oui, avec Reagan, Thatcher et après, et les gouvernements ont appliqué le néolibéralisme à fond avec certaines conséquences, c'est que la situation sociale et financière des jeunes générations est beaucoup plus difficile. Il y a eu des manifs il y a quelques années parce que pour les jeunes, ça devenait impossible de se payer un appartement à Tel Aviv et des choses comme ça. Donc, c'est un facteur d'affaiblissement à l'intérieur. Malheureusement, le lien, les populations en question qui contestent leur gouvernement et qui il y a un grand discrédit des gouvernements israéliens. Ils n'arrivent plus à former des gouvernements. Ils sont obligés de faire des conditions complètement tordues. Il y a une grande division de la classe politique israélienne. Ça, c'est aussi un facteur favorable. Et malheureusement, les gens qui sont mécontents de ce gouvernement ne font pas le lien entre le fait que si on met énormément d'argent pour réprimer les Palestiniens,
Si en plus des dirigeants comme Netanyahou se remplissent les poches, vous savez, il y a toute une série de présidents, de premiers ministres israéliens qui ont été en prison ou en procès pour corruption. Donc, avec le colonialisme et le néolibéralisme, la corruption affaiblit le système de l'intérieur. On a des Juifs qui émigrent, des Israéliens qui émigrent d'Israël pour ces raisons-là, pour la peur, pour les problèmes sociaux et financiers. Donc, il y a beaucoup de facteurs d'affaiblissement. Les États-Unis ont essayé de briser ce qu'on appelle le front du refus, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, la Syrie, l'Iran et les Palestiniens. Et donc, ils ont essayé d'attaquer ces différents points. Ça n'a pas marché. Et sur ce plan-là, un facteur fondamental de l'affaiblissement d'Israël, c'est l'affaiblissement des États-Unis. Je ne vais pas le détailler ici, je l'ai fait dans d'autres interventions ou dans des livres. Les États-Unis sont dans un déclin très net. Après leur grande victoire de 1989 et la chute du mur et leur proclamation triomphale, le capitalisme, les États-Unis ont triomphé, c'est la fin de l'histoire. En réalité, les États-Unis sont une puissance déclinante, clairement face à la Chine comme puissance économique, stratégique, politique, face à l'alliance Chine-Russie et l'alliance de nombreux pays en Asie, l'alliance de nombreux pays du Sud contre la domination de la superpuissance US. Et donc cet affaiblissement des États-Unis fait que les protégés des États-Unis au Moyen-Orient sont dans de petits souliers. Ça concerne Israël, ça concerne les Saouds, ça concerne les Qatars. La Turquie aussi se rend compte que le rapport de force a changé. Donc on commence à regarder un peu du côté de Moscou, de Pékin. On commence à chercher d'autres alliances. Et donc il y a un rapport de force politique dans la région qui change. Les États-Unis ne font plus tout ce qu'ils veulent. Leur défaite en Irak, leur retrait d'Afghanistan, ça prouve que l'Empire s'affaiblit. Sur le plan des armements aussi, Israël avait une avance d'armement énorme, mais maintenant la Russie est capable de fournir des armements performants pour permettre aux pays agressés par Israël de contrer ça. On l'a vu encore récemment, la riposte des gens de Gaza était symbolique sur le plan militaire, maintenant elle est déjà un peu moins. Israël, après la défaite au Liban, ne va plus oser aussi facilement attaquer ses voisins comme il le faisait avant. Et donc, tout ça, ça montre qu'en fait, il y a une évolution du rapport de force. Et comme je le disais, aux États-Unis même, il y a certaines forces politiques qui commencent à se rendre compte que soutenir comme ça Israël sur n'importe quoi, ça pourrait finalement se retourner contre les États-Unis et qu'il va falloir faire attention. Il y a, je trouve, j'en parlais, que les médias sont mauvais sur la question Israël-Palestine, mais il y a un phénomène intéressant récemment. À la une du New York Times, qui est donc le porte-parole de l'establishment des États-Unis, le New York Times a affiché à la une, il y avait 60 petits portraits d'enfants palestiniens assassinés par Israël. Ils étaient tous là à la une, c'était clairement à la une accusation terrible contre la violence israélienne. Voilà un point qui me semble très très important. Les raisons donc de comprendre l'affaiblissement d'Israël et les raisons de se battre avec un certain optimisme pour la victoire, la solidarité avec les Palestiniens et obtenir les droits des Palestiniens et une solution juste pour la paix en Palestine. Voilà un deuxième point sur lequel je voulais insister. Peut-être que là-dessus, vous aurez des questions ou des remarques qu'on peut prendre avant de passer à un point suivant. Oui, en effet, il y a quelques questions qui sont apparues depuis. Hein. Donc, il y a une question concernant les pays arabes voisins. Hein, comment se fait-il qu'ils ne prennent pas position et qu'ils restent muets? Est-ce que c'est possible d'expliquer ce positionnement politique des pays arabes environnants? Oui, c'est fondamental. Je pense que la manière fondamentale de l'expliquer, c'est l'argent, c'est l'économie. Il faut comprendre ce que sont ces régimes arabes et il faut les comparer à ce que sont, par exemple,
Hugo Chavez au Venezuela, Evo Morales en Bolivie, et des dirigeants qui ont décidé que le pétrole, le gaz, les ressources naturelles, ça n'était pas quelque chose qui devait servir à enrichir Exxon, Shell, Total et quelques rois et quelques cheikhs du Moyen-Orient. Chavez, Morales, etc. ont décidé, voilà, cet argent doit servir à donner au peuple des soins de santé, l'éducation, du travail, etc. Et ça, c'est la question fondamentale. Si il y avait une démocratie en Arabie Saoudite, en Égypte, au Qatar, je considère en fait l'ensemble du Moyen-Orient comme un ensemble, une seule nation que les colonialistes ont divisée. S'il y avait la démocratie, évidemment, les peuples arabes diraient ben, nous voulons que l'argent du pétrole et du gaz nous profite à nous. Nous ne voulons pas que ça serve à des rois à acheter des clubs de foot, des restaurants, des palaces un peu partout dans le monde et à construire des choses complètement inutiles comme à Dubaï, des tours de 800, 900 mètres, etc., pour du tourisme de luxe, alors que les gens crèvent de faim. Ces pays-là importent des esclaves de Philippines et des pays comme ça. En Égypte, il y a une misère épouvantable. Donc, s'il y avait la démocratie, il y aurait au Moyen-Orient des Chavez, des Evo Morales, des gens comme ça. Mais évidemment, les rois et les cheikhs seraient beaucoup moins riches et seraient licenciés. Donc évidemment, ce sont des régimes odieux, détestés, et ils n'ont pas d'autre solution que de s'allier. Avant, c'était secret avec Israël, maintenant c'est ouvert, voilà, sans scrupule, et d'avoir la protection des États-Unis et de l'Europe. D'où l'importance pour nous, si on veut aider les Palestiniens, de dénoncer les crimes économiques, politiques, sociaux, culturels, la répression des femmes, tout ce que vous voulez, commis par les Saouds et les Qatars. C'est vraiment incroyable que dans nos médias, on n'arrête pas de nous exciter sur la Chine, le Venezuela, Cuba, toute une série de pays dont on peut discuter les avantages, les mérites et les inconvénients, mais il y a une politique littéralement criminelle qui affame l'ensemble des peuples arabes au Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Et là-dessus, on ne fait pas des campagnes, on ne fait pas des procédures, on ne fait pas des sanctions. Au contraire, on fait du business avec eux. Donc là, tout est lié. Et il y a vraiment, je crois, si on veut défendre les Palestiniens, il y a l'importance de passer à l'attaque et de dire oui, vous nous dites qu'il faut la démocratie, mais vous travaillez avec les pires dictateurs, les pires affameurs de leur peuple. Voilà. Merci Michel. Autre question plus complexe peut-être. Quel est l'intérêt des États-Unis et de l'Europe à soutenir Israël? Oui, c'est une question qui est souvent discutée. Et il y a quelques années, j'allais beaucoup dans les écoles, je donnais des conférences sur ce thème-là, et j'ai souvent entendu qu'en fait, c'est Israël qui contrôle les États-Unis. Et il y a des gens de gauche qui diffusent cette thèse que voilà, les Juifs sont très influents aux États-Unis, ils contrôlent les médias, ils contrôlent Hollywood, ils sont dans des positions clés au niveau de l'économie. On exagère très fort là-dessus sur cette présence, il y a effectivement, mais on exagère très fort et on inverse la réalité. On est en train de dire voilà, les États-Unis, en fait, ils n'auraient pas tellement intérêt à soutenir Israël et c'est parce qu'ils sont placés dans un chantage, Israël les tient et voilà. Ce point, je l'ai abordé dans le livre dont je parlais, Israël, parlons-en. Noam Chomsky en a parlé dans une interview, Samir Amin en a parlé aussi dans une interview, et ils ont dit non, non, c'est pas le petit chien qui conduit son maître. Vous devez, pour comprendre la relation États-Unis-Israël, regarder les économies. L'économie des États-Unis, c'est quelque chose comme 1000 fois l'économie d'Israël, donc c'est pas le petit chien qui conduit son maître, c'est l'inverse. Ce qui veut dire que le jour où les États-Unis vont décider, ben, finalement, ça n'est plus intéressant pour nous de soutenir Israël, on doit essayer de s'accommoder avec certains pays arabes pour continuer à garder notre exploitation du pétrole. À ce moment-là, Israël pourrait connaître de mauvais jours
Et donc, la population israélienne a intérêt à conclure la paix avec les Palestiniens et à chercher une solution. Ça, c'est un intérêt objectif. Oui, je vois que Monique dit aussi, en France aussi, Israël semble avoir beaucoup d'influence. Alors, il y a un impact du lobby, je ne vais pas le nier, j'en suis énormément la victime. Le lobby travaille à nous diaboliser, fait pression sur les médias pour nous censurer. Donc, voilà des conférences qui sont annulées parce que des gens du lobby téléphonent en disant non, il ne faut pas éviter ça, c'est des antisémites et des trucs pareils. Donc, je ne vais pas nier l'influence du lobby, mais on ne doit pas faire du lobby, de la pression à Israël sur les États-Unis ou sur l'Europe, on ne doit pas faire le facteur décisif. Ça joue un rôle important, mais en fait, quand on parle du lobby sioniste, je ne parle pas du lobby juif, mais du lobby sioniste, lobby pro-Israël, on doit voir que ce n'est pas quelque chose d'isolé. En réalité, il y a plusieurs lobbies. Vous avez aux États-Unis, où c'est très clair, le lobby de l'armement. Ça, c'est très important. Le secteur de l'armement, c'est un facteur fondamental de l'économie US. Eisenhower avait déjà mis en garde dans les années 50 contre son influence. Et ça influence énormément la politique de tous les présidents qui n'arrêtent pas d'augmenter les budgets pour justement faire tourner ce secteur qui coûte très cher et qui, en réalité, rapporte rien à la population. Donc, le lobby de l'armement. Vous avez aussi aux États-Unis le lobby évangéliste, qui a été un facteur très important dans l'élection de Trump et qui est un facteur politique très très important pour contrôler une partie de la population. Vous avez bien entendu le lobby saoudien, qui n'est pas rien, il est plus discret, mais il est important, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Et bien entendu, le lobby sioniste, qui est un fait réel. Et donc, moi, je pense que c'est l'ensemble de ces 4 lobbies qui forment ce que j'appellerais plutôt le lobby de la guerre, c'est-à-dire le lobby de l'affrontement, vendre des armes, créer des conflits, coloniser par la brutalité et préparer aussi, il faut donc relier ça, on a maintenant beaucoup de gens aux États-Unis, à l'OTAN, certains politiciens en Belgique, qui nous disent la Belgique doit absolument augmenter son budget militaire, on doit atteindre 2% de notre budget pour les armements, tout le monde le fait, donc nous aussi, c'est une obligation, etc. Mais c'est ridicule, c'est scandaleux. On a besoin d'utiliser l'argent de nos taxes pour la santé. Les infirmières ne sont pas payées, mal payées, les soins de santé, il y a énormément de choses qui ne sont pas faites, l'éducation des écoles dans un état épouvantable, les profs sont dans une très mauvaise situation aussi, le social pour le chômage, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on n'a pas du tout besoin d'aller gaspiller de l'argent pour des F-35 et des histoires comme ça va juste enrichir les actionnaires de McDonnell Douglas, de Lockheed et de firmes comme ça. Donc, on n'a pas besoin du tout de ça. L'argent ne sert à rien. Et donc, voilà, je relie Israël à la question de l'ensemble du lobby de la guerre. D'autres questions ou bien on poursuit? Merci Michel, je pense qu'on peut poursuivre pour l'instant et on refera un tour de questions par la suite. Bien. Un point qui est pour moi très important, j'ai mentionné le lobby et son influence sur l'opinion, et je le prends très très au sérieux. En fait, il existe un appareil de diabolisation de la solidarité avec la Palestine. C'est très très important. Cet appareil, il est basé à Tel Aviv. C'est un ministère des Affaires stratégiques. C'est discret, mais ce n'est pas secret. On en parle dans la presse israélienne. Et j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle « Comment Israël manipule Internet et l'opinion ». J'en ai parlé dans le texte « Pourquoi y a-t-il deux définitions de l'antisémitisme » dont j'ai parlé. Et alors, la personne qui parle très très bien de la stratégie de l'appareil de désinformation, de la machine à mentir israélienne, c'est Ilan Pappé. Dans le livre dont je vous parlais au début, là, la propagande d'Israël, il analyse comment Israël fait sa propagande et manipule l'opinion internationale. Et tout à la fin, il y a un épilogue, la marque Israël, dans lequel je vais vous lire 2 ou 3 citations qui montrent comment travaille l'ennemi. La première est celle-ci. Il faut savoir qu'il y a beaucoup
de discussion et de débat sur comment il faut vendre Israël à l'international. Après 2008-2009, comme je le disais, ils ont eu vraiment un problème d'image à l'étranger, un problème de déficit. Donc, ils ont fait toutes sortes de discussions, et de colloques et de rapports, comment ils allaient faire. Et un institut qui s'appelle REUT, R-E-U-T, a tiré comme conclusion, je cite, le remodelage de la marque Israël est stratégiquement important, mais il est tout aussi important d'étiqueter l'autre camp. Ça, c'est très important, il faut bien réfléchir là-dessus. Étiqueter l'autre camp. Ça veut dire qu'Israël doit isoler ceux qui le critiquent, il doit travailler avec des ONG, il doit mobiliser à l'international des groupes pro-Israël et avoir des relations personnelles avec toutes les élites politiques, financières, culturelles, etc. Étiqueter l'autre camp. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est expliqué par une autre citation d'Ilan Pappé. Un général de division qui s'appelle Eitan Dangot, qui coordonnait à ce moment-là, en 2011, la politique israélienne dans les territoires occupés, a déclaré, je cite, la guerre contre la délégitimation, donc contre la critique d'Israël. La guerre contre l'opinion publique, vous avez bien entendu, la guerre contre l'opinion publique, vous avez bien entendu, n'est pas plus facile que celle que l'on mène sur le champ de bataille. Donc voilà, la bataille médiatique, c'est la guerre pour ce général et elle doit être organisée. Et on voit qu'en fait, elle a été organisée militairement. L'armée s'en occupe. Ce n'est pas seulement les journalistes, les psychologues, les diplomates, etc. C'est vraiment au niveau militaire. En 2011, il y a eu une conférence sur l'état de la nation organisée par un centre qui s'appelle Herzliya. Et ils ont choisi ce thème, justement, la critique d'Israël, comment est-ce qu'on va l'empêcher. Et là, vous avez un rapport, toujours cité dans le livre de Pappé, c'est à la page 429, un rapport qui est très très clair. Écoutez bien cette citation. Quels que soient les responsables de la délégitimation, y compris les professeurs israéliens qui soutiennent la campagne BDS de boycott des investissements et sanctions, quels que soient, et à l'international bien entendu, ils devraient être combattus comme dans une guerre. Ceux qui critiquent Israël doivent être combattus comme dans une guerre. Et ils expliquent, ils devraient être ciblés et combattus et non affrontés sur le plan intellectuel. Ça veut dire on ne discute pas sur les faits, on ne discute pas sur les idées, et il faut recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant. Ça, c'est très, très important. Et je peux en témoigner personnellement. Cet appareil-là, chaque fois que j'ai pris une position ou organisé une activité, comme par exemple un colloque international sur BDS à l'Université de Bruxelles il y a 2 ou 3 ans, chaque fois j'ai été attaqué, traîné dans la boue, traité de antisémite, ami des dictateurs, payé par les dictateurs, fasciste extrême droite, complotiste, conspi, tout le bazar. Je ne suis pas le seul, évidemment. Et si vous allez regarder les biographies Wikipédia de tous les gens qui critiquent Israël, vous allez voir qu'on est tous dans le même sort, on est vraiment des monstres abominables, et les biographies Wikipédia sont, on le dit, il faut le savoir très clairement, Wikipédia est une très bonne invention, il y a des choses très chouettes là-dessus, mais au point de vue de ceux qui critiquent la politique des États-Unis et d'Israël, Wikipédia n'est pas du tout fiable. Il y a des études qui ont été faites qui l'ont prouvé. En réalité, un député britannique solidaire avec la Palestine, Galloway l'a démontré, dès que sa biographie, il y avait quelque chose de positif qui était mis, directement, un certain Philip Cross postait jour et nuit, sans jamais prendre de repos, même le soir de Noël, il postait des choses contre Galloway. Il y avait des milliers et des milliers d'interventions pendant des années. Donc ça, c'est évidemment pas Philip Cross qui n'existe pas, qui ne s'est jamais manifesté, c'est un pseudo d'un service du ministère des Affaires stratégiques. Ils ont des étudiants, ils ont des soldats, et dès que quelqu'un dans le monde poste quelque chose pour la solidarité avec la Palestine, on le contre, et si c'est important, on remonte vers des officiers qui décident qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, ces citations de Pappé montrent comment travaille l'ennemi, comment il censure Internet, et donc Roger Waters a extrêmement raison de dire
Israël est une machine à mentir et c'est quelque chose que nous devons exposer avec les vidéos, avec les textes qui existent là-dessus. On doit montrer aux gens que ce qui circule sur Internet est vraiment complètement manipulé. Et ça se fait en collaboration avec des groupes de désinformation comme le Décodex du journal Le Monde, comme NewsGuard aux États-Unis, qui sont des groupes organisés en collaboration avec les forces de guerre, qui sont financés par les GAFA et qui sont financés par des mouvements, des médias, des fondations pro-guerre, pour aller diaboliser ceux qui critiquent la politique d'Israël et la politique des États-Unis. Il ne faut pas sous-estimer l'influence que cela a. Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, avait réussi à créer une très grande popularité, une remobilisation de la jeunesse autour du Parti travailliste. Il était clairement parti pour devenir le Premier ministre après les catastrophes des dirigeants conservateurs. Il y a une campagne qui a été organisée, médiatique, pour le traiter de toutes sortes de choses, pour l'accuser d'être un espion, un vendu, un antisémite, etc. Cette campagne a été menée avec acharnement et on a réussi à flanquer Jeremy Corbyn dehors et à remettre des dirigeants pro-Israël à la tête du Parti travailliste. Ils avaient très très peur que s'il venait au poste de Premier ministre, Corbyn allait arrêter de soutenir Israël et prendre des mesures pour les Palestiniens, allait aussi arrêter de mener une série de guerres aux côtés des États-Unis, et donc il fallait absolument le descendre par tous les moyens. Je pourrais multiplier de nombreux exemples. J'insiste sur ce point. Israël ne survit que grâce aux mensonges. Et donc, comme ils le disent eux-mêmes, ça ne sert plus à rien pour eux de dire on fait une bonne politique, on est des braves gens, on recherche la paix, etc. Ça ne marche plus. Donc, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est de diaboliser tous ceux qui appellent à l'action et tous ceux qui font des critiques. Donc, c'est ça la bataille de l'information qu'il va falloir mener. Et on parlera encore quelques minutes sur la façon dont les médias couvrent Israël. Mais peut-être que sur ceci, Vincent, il y a déjà des questions aussi. Alors, il y a effectivement quelques questions, en plus, hein, donc, il y a notamment une question concernant, la ségrégation, en Israël même, hein, donc il y a des Arabes et des Palestiniens qui vivent, en Israël. Voilà, on parle parfois, de situation d'apartheid en Israël. Est-ce que c'est correct? Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est confirmé entre juifs, c'est extrêmement raciste. Il y a beaucoup de plaintes des séfarades contre les Ashkénazes qui sont la communauté dominante. Il y a beaucoup de plaintes de gens qui sont juifs de religion, qui sont israéliens, mais qui sont considérés comme des citoyens de deuxième ou de troisième zone. Notamment, il y a quelques années, Israël en prend un problème démographique, a importé énormément d'Éthiopiens. Mais ces Éthiopiens, par exemple, ça porte un nom Falaou, je ne sais plus, voilà, ils ont un nom. Par exemple, on leur a interdit de donner leur sang parce que c'est un sang inférieur et ça pourrait polluer le sang juif. Vous vous rendez compte des théories vraiment racistes. Donc, il y a vraiment effectivement, à l'intérieur même de la population juive, un racisme un peu comme les castes en Inde, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire connaître et qui devrait ouvrir les yeux sur la nature fondamentale du régime sioniste. Je l'ai dit à la télévision en 2008, ça m'a valu de devenir une cible du lobby sioniste parisien. Je l'ai dit en 2008 et je le redis sans hésitation aujourd'hui, Israël est l'État le plus raciste au monde. Ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable de démontrer très concrètement. Merci. Une autre question concerne le boycott des produits israéliens. Peut-être que tu peux en toucher un mot et expliquer, la campagne BDS, qu'est-ce que tu en Oui, penses? c'est important. Je crois qu'au stade actuel, le soutien au peuple palestinien passe par un instrument central qui est la campagne boycott, désinvestissement, sanctions. Ça veut dire boycotter les produits israéliens, boycotter les produits des firmes qui collaborent et aident très directement l'occupation et la colonisation israélienne, désinvestir, c'est-à-dire les firmes, les multinationales européennes et des États-Unis qui se font du fric en coopérant, par exemple Caterpillar avec ses bulldozers qui servent à détruire les maisons des Palestiniens. Il faut des campagnes pour exiger que cela s'arrête
et pour désinvestir. Je me souviens d'ailleurs que quand l'usine belge de Caterpillar existait encore, et je salue ces syndicalistes qui étaient très très valeureux, ils plaidaient eux-mêmes contre la politique de leur patron en Israël contre les Palestiniens. Donc cette politique de BDS est très très importante, mais en fait, ce qui me semble très important pour élargir la politique de BDS, c'est de travailler sur l'information, nous, mais j'en parlerai dans quelques minutes parce que je crois que ça c'est une conclusion très importante. Il faut absolument que le mouvement BDS s'élargisse et il faut que les gens qui veulent être solidaires de la Palestine mènent un travail au niveau de l'information et au niveau de la contre-information. Alors, je vois en direct qu'un intervenant dit que je désinforme sur la question des contrôles de sang. Je pense, monsieur, qu'il y a beaucoup de manifestations globales des citoyens de troisième zone en Israël et que pas seulement sur les contrôles de sang, mais sur l'ensemble, ils ont beaucoup protesté. Les Bédouins aussi ont énormément protesté. Donc, monsieur Philippe Slapp, là, je pense que ce serait intéressant que vous proposiez à l'ambassadeur d'Israël, aux représentants d'Israël en Belgique, d'accepter un débat public sur oui ou non l'État d'Israël est-il raciste. Je pense que vous avez le droit d'exprimer ce que vous dites, mais que pour prouver qu'il y aurait une volonté de rechercher l'information correcte, vous devriez accepter un débat public contradictoire. Mais donc, dernière question qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut imaginer un retour en arrière et une remise des territoires volés aux Palestiniens? Peut-être qu'on peut élargir effectivement sur les perspectives du mouvement palestinien aujourd'hui. Alors, voilà, Philippe Saab dit OK, donc s'il est OK pour le débat, eh bien qu'il prenne contact avec nous et je propose que l'ambassadeur d'Israël ou que quelqu'un comme M. Joël Kotek, qui dit beaucoup de mal sur moi, y compris par exemple, je suis complotiste, etc., ben, accepter un débat public et les gens pourront se rendre compte qu'il a raison. Donc, la question que tu posais touche à la question de la solution. C'est un débat qui a longtemps existé. Est-ce qu'il faut faire deux États avec un État palestinien à côté de l'État israélien ou est-ce qu'il faut faire un seul État? La première remarque, c'est que je dirais c'est aux Palestiniens à décider et pas à moi. C'est à eux à avancer le programme, la solution qu'ils proposent. Il y a eu de la part des partis marxistes, le FPLP et le FDLP, dès les années 70, il y a eu la position, il faut un seul État. On ne va évidemment pas chasser les juifs qui sont ici, mais on va faire un seul État où les juifs, les palestiniens, les chrétiens, les laïcs seront tous les bienvenus, seront tous des citoyens sur le même plan et avec les mêmes droits, l'égalité des droits. Ça me semble sincèrement la seule solution possible. Et d'ailleurs, tous les observateurs disent maintenant que, en fait, Israël lui-même a saboté la solution en deux États parce qu'il ne donne aucun pouvoir à l'autorité palestinienne. Il essaie que l'autorité palestinienne fasse le sale travail d'emprisonner les gens qui contestent et de faire la répression elle-même. On a eu un opposant critique de Mahmoud Abbas qui a été assassiné par la police palestinienne hier ou cette nuit, je crois. Et donc, Israël lui-même sabote cette solution en deux États. Et pour moi, je pense qu'on doit faire un seul État. Et je pense, dans le monde entier, on ne va pas diviser un État en disant, allez, on va mettre ceux qui ont telle religion d'un côté, ceux qui ont telle de l'autre, ceux qui ont telle origine, etc. La seule solution d'un État démocratique, c'est que tous les gens qui sont là ont les mêmes droits. Et il faudra du temps pour résoudre les problèmes, mais en Afrique du Sud, ça n'est pas parfait la solution. L'exploitation économique par la minorité blanche reste très forte, mais au niveau de l'égalité des droits, on a quand même vu qu'une forme
de début de réconciliation était possible, à condition justement de reconnaître les fautes et les crimes et de décrire l'histoire enfin de façon correcte. Philippe nous écrit, c'est intéressant, excuse-moi, la discussion est intéressante, mais je suis content de voir qu'une personne qui défend Israël accepte le débat. Philippe nous dit, tout pays avec plusieurs peuples, religions ont des problèmes. Oui et non, ces problèmes peuvent se résoudre. En Belgique, on en a un peu une idée concrète, en Suisse, on en a aussi. Si vous êtes en train de me... Vous savez, il y a 6000 langues dans le monde. Donc si vous êtes en train de me dire qu'on doit diviser des pays chaque fois selon les langues, on va avoir vraiment un puzzle de confettis. Donc non, je pense qu'il y a des intérêts coloniaux qui essayent d'exciter les problèmes entre les peuples et les religions. Et votre définition ne me semble pas correcte. Vous dites tout pays avec plusieurs peuples et religions ont des problèmes. Le problème d'Israël-Palestine, c'est pas ça, hein, c'est pas la religion. Je vous signale qu'il y a des Palestiniens qui sont musulmans, des Palestiniens qui sont chrétiens, des Palestiniens qui sont juifs et des Palestiniens qui sont laïcs athées. Et ça va entre eux. Okay. Donc le problème n'est pas un problème qu'il y a plusieurs peuples et religions, le problème c'est qu'il y a une colonisation, il y a une agression, une occupation, et ça doit être réparé. Les gens peuvent rester, mais un État qui dit ici c'est chez nous et c'est pas chez vous, ça c'est le problème, c'est une agression. Et donc, je pense que le débat devrait s'ouvrir autour de ça. Agression, colonisation, est-ce qu'on accepte? Voilà. Je crois qu'il faut dire 2 mots importants, si tu veux bien, sur la question des médias et du rôle des médias qui influencent et façonnent notre pensée sur cette question. Il y a pour moi un très grand parti pris des médias. On n'a pas le droit, des gens comme moi n'ont pas le droit à la télé de parler de la Nakba et du fait qu'Israël repose sur le fait d'avoir chassé les Palestiniens par la violence. Dans la présentation des médias, on a beaucoup trop l'idée qu'il s'agit d'un conflit Israël-Palestine. Non, il s'agit d'un massacre. Il s'agit d'une occupation et d'un massacre. Je vais donner un exemple. J'espère que vous saurez lire. C'est un journal, le soir, le quotidien belge donc de référence, le 11 mai, au moment, je vous lui donne le titre, je pense que vous pouvez le lire, de l'esplanade des mosquées à Gaza, l'escalade de la violence. Alors, l'escalade de la violence. Non, il n'y a pas une escalade de la violence. Il y a une agression et il y a une résistance. Avec les gens du soir, avec ce titre, vous mettez les deux parties, l'agresseur et l'agressé, l'agresseur et la victime, sur le même plan et vous blâmez la victime. Donc ce titre est faux. Et d'ailleurs, le sous-titre est important aussi, j'essaie de bien vous le montrer. Voilà. Après les affrontements, non, il n'y a pas eu des affrontements, il y a eu des snipers israéliens sur une colline bien loin qui ont tiré sur des manifestants désarmés. Ce n'est pas un affrontement, ça. C'est une manifestation pacifique, non armée, qui se fait tirer dessus et plein de gens se font tuer, y compris des enfants. Donc c'est scandaleux. Et après les affrontements, le soir continue, Israël a riposté, faisant au moins 20 morts palestiniens, dont 9 enfants. Non, c'est faux. Israël n'a pas riposté, Israël est l'agresseur. Ce sont les Palestiniens qui ont manifesté, et après, quand Israël attaque, oui, il peut y avoir des ripostes et des requêtes, mais la charte de l'ONU reconnaît au peuple occupé le droit de se défendre par les moyens qu'ils estiment légitimes. Et donc, évidemment, ça, c'est le reportage de Samuel Forêt, correspondant à Jérusalem. C'est exactement le point de vue du gouvernement israélien. Et c'est scandaleux qu'on ait ça dans le soir. On a eu le site Acrimed a fait un papier très intéressant sur le massacre à Gaza et la manière dont les médias français présentaient ça comme un conflit, un affrontement, une escalade, rejetant en fait la faute sur les deux. Et on a eu aussi notre ministre des Affaires étrangères, Madame Sophie Wilmès, qui a fait une déclaration. Vous savez, à un moment donné, il y a une coprésidente d'Ecolo, le Parti vert en Belgique, qui a déclaré il faut la désescalade, il faut que des deux côtés on redescende, il faut qu'on revienne à non-violence, etc. Mais Madame Wilmès, vous êtes en train en fait de dire qu'il faut revenir au statu quo d'avant, où Israël pouvait tranquillement opprimer et massacrer les Palestiniens et il n'y avait pas de résistance. Non, il faut, Madame Wilmès, que vous reconnaissiez que le colonialisme est inacceptable,
que l'agression israélienne doit cesser, il faut que vous cessiez de financer Israël et il faut que vous preniez des mesures concrètes pour aider les Palestiniens et sanctionner Israël tant qu'il n'acceptera pas de négocier véritablement pour la paix. Donc, au niveau des médias et au niveau de nos partis politiques, on a malheureusement une position très, très hypocrite de l'Europe. Oui, nous, on est des deux côtés, on est à mi-distance, on essaie de trouver une solution. Ce n'est pas vrai. Vous collaborez énormément avec Israël et la présentation médiatique est en train de déformer le conflit. Je pense qu'il faut analyser la couverture médiatique d'Israël-Palestine à la lumière de ce concept que j'ai exposé, les 5 principes de la propagande de guerre, m'inspirant de ce que Anne Morelli avait fait avec les 10 principes de la propagande de guerre. J'ai un petit peu retravaillé ça sur base de mon expérience personnelle des conflits. Et donc, les 5 principes de la propagande de guerre, c'est que quand vous faites une guerre, une agression, États-Unis, France, Belgique, Israël, il y a 5 méthodes à employer pour manipuler l'opinion publique et faire qu'elle ne proteste pas. La première, c'est que vous devez cacher les intérêts économiques, que tout ça c'est pour l'argent, pour le fric, pour le pétrole, pour d'autres intérêts. La deuxième, c'est que vous devez cacher l'histoire, vous devez cacher ce que le colonialisme a fait dans ces régions et ce que Israël a fait, la Nakba. La troisième, c'est que vous devez diaboliser, c'est-à-dire que vous devez présenter des images qui montrent votre adversaire, ceux que vous attaquez, comme étant des extrémistes, un grand danger, des terroristes, ça c'est évidemment un truc qui marche très fort. Et les dirigeants israéliens, et Netanyahou particulièrement, ont énormément travaillé après le 11 septembre pour assimiler les Palestiniens et les musulmans à des terroristes et donc faire, voilà, les Palestiniens, c'est le 11 septembre. Là, c'est la manière de fabriquer une image de l'ennemi. Donc, c'est la diabolisation. Et ce que je vous ai lu tout à l'heure de Ilan Pappé qui expliquait comment on diabolise les critiques d'Israël, on est en plein là-dedans. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est d'inverser l'agresseur et l'agressé. Dans toute guerre, à part une guerre juste, on a un agresseur, une puissance coloniale, Israël est un agresseur, et ici on le présente comme la victime qui se défend face à des tirs de roquettes et des choses pareilles. C'est l'inversion. Et le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser l'information, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat. Parce que quand vous avez une guerre ou un conflit, vous avez toujours 2 points de vue, ou même un peu plus, mais en tout cas, pour se faire une opinion, dans un procès au tribunal, il faut écouter les 2 parties. Sauf que nos médias nous donnent le point de vue israélien, le point de vue des États-Unis, et jamais le point de vue des Palestiniens ou le point de vue des méchants, et le point de vue des Chinois, des Vénézuéliens, des Cubains, etc. Donc, de façon très marginale et en le ridiculisant. Mais il n'y a pas une vraie confrontation des points de vue. Donc ces 5 principes de la propagande de guerre sont un concept qui permet de comprendre comment les médias nous donnent une image déformée de ce conflit-là et des autres. Cacher les intérêts économiques, cacher l'histoire, diaboliser, inverser agresseur-agressé et monopoliser le débat. Voilà un point très très important, je crois, sur la manière de mener la bataille de l'information. Et nous avons une question, je vois, de Jacques Allard qui me fait plaisir. Comment pourrions-nous coopérer concrètement avec Investigation afin de donner davantage d'écho aux explications que nous donne Michel et ainsi aider à rendre davantage hommage à la vérité? C'est très gentil, merci. Et en fait, bon, je vais vous faire des propositions, mais bon, c'est pas seulement pour nous aider nous, c'est fondamentalement pour aider les Palestiniens, c'est fondamentalement pour faire en sorte que ils aient enfin leurs droits et qu'il y ait enfin la paix dans cette région, qu'il y ait enfin la réconciliation. Je pense que vous posez la question fondamentale, que faire? Et on a parlé de BDS, on a parlé du boycott. J'ai dit que pour moi, pour élargir le mouvement boycott, il faut mener la bataille de l'information et faire qu'il y ait plus de gens qui en arrivent à se dire oui, je dois faire quelque chose concrètement pour que les Palestiniens obtiennent enfin leurs droits. Une première chose que je voudrais dire, c'est qu'il est important de se former. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Vincent de nous montrer au départ
les livres que nous avons édités. Le livre de Thomas Suarez, il montre que Israël et les sionistes, bien avant 1948, ont été un processus violent pour voler la terre. J'ai montré le livre de Ilan Pappé, La propagande d'Israël, qui permet de comprendre comment fonctionne leur désinformation. Le livre Israël, parlons-en, il est épuisé pour le moment. On va le rééditer avec des petites modifications. Ça va prendre 2-3 mois. Mais si vous êtes intéressé, écrivez via le site pour réserver un exemplaire. Je recommande ces toutes petites brochures de Jean-Pierre Boucher. Voilà, on arrive juste à lire son nom. Palestine, plus d'un siècle de dépossession chez Scribest. Et voilà, je crois qu'on doit se former pour être capable justement d'expliquer les choses autour de soi et de convaincre plus de gens. Si on est là juste entre convaincus à pleurer ensemble sur c'est scandaleux ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Et la seule question, c'est se former pour parler aux non-convaincus. Et là, évidemment, le sujet Israël, c'est très touchy, vous en avez déjà sûrement fait l'expérience. Si vous parlez d'Israël dans certains endroits, dans certains milieux, c'est la meilleure façon d'avoir une dispute et on ne se parle plus. Et il faut éviter justement ce genre de choses. Il faut absolument trouver la méthode pour petit à petit faire réfléchir. Et donc dans le livre Israël, parlons-en, j'avais fait une conclusion, comment parler d'Israël, qui propose une méthode pour ça. J'aurais 4 conseils à donner dans les discussions que vous pouvez mener autour de vous, au travail, à l'école, en famille, sur Internet évidemment. 4 conseils. Ils sont à la page, pour ceux qui l'ont, ils sont à la page 350-351 du bouquin. 4 conseils pour une méthode, non, vous n'allez rien voir avec le reflet, pardon. 4 conseils pour une méthode de discussion. Le premier conseil, c'est écouter l'autre. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre quelle est sa motivation, quel est son raisonnement, qu'est-ce qui l'a influencé, quels sont les médias. Vous savez, à moins de discuter avec des gens qui veulent juste foutre le bordel dans la discussion et empêcher que les gens vous écoutent, le dialogue est toujours possible et il est important de le chercher. Donc il faut essayer de comprendre, quand une personne défend Israël, quelle est sa motivation, quelle est la raison. Peut-être qu'il croit que vraiment il y a du terrorisme, ou que vraiment les juifs sont menacés, ou que c'est un problème religieux. Donc il faut, avant de lui dire tu te trompes, ceci, cela, et il ne faut pas dire comme ça, il faut essayer de comprendre la motivation de l'autre et l'aspect positif dans son raisonnement pour lui dire oui, mais tu sais, tu dis ça, mais c'est en contradiction avec ses faits réels, avec ses déclarations. Et il faut essayer, comme je l'ai fait, de citer les dirigeants sionistes eux-mêmes ou les dirigeants des États-Unis. Deuxième conseil, c'est que j'en ai parlé, quand on discute, il faut ne pas se perdre dans des détails et dans toutes sortes de choses. C'est aller à l'essentiel. Parler du colonialisme, du vol de la terre, ça c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Et tant qu'on n'aura pas réparé cette faute historique, la paix ne sera pas possible parce que la paix n'est pas possible sans la justice. Les gens ont été chassés de leur maison et il faut chasser de leur maison, chasser de leur terre, condamner à une vie dans les tentes, dans l'exil, dans la tristesse. Donc ça doit être réparé. Il n'y a pas de paix sans réparation de cette faute. Un troisième conseil, c'est qu'on doit discuter sur base des faits concrets. Je veux dire, pas discuter émotion contre émotion. Vous avez sans doute fait l'expérience, quand on discute avec des gens, c'est souvent « oui, les Israéliens sont des salauds, non, les Palestiniens sont des terroristes », et chacun parle avec ses tripes, mais très vite, la discussion va être bloquée. Donc, il faut éviter ce piège et il faut essayer de venir aux faits concrets. Et comme je le disais, écoutez, bon, tu dis ça, mais est-ce que tu es au courant que bien, tu dis ça, mais est-ce que tu as des sources? Est-ce que tu peux le prouver? Si on allait ensemble sur Internet, dans un bouquin, vérifier les faits qui se sont passés. Le conflit israélo-palestinien a énormément de désinformation et donc travailler ensemble à aller vérifier les faits me semble une démarche beaucoup plus fructueuse. Et un quatrième conseil, c'est qu'il faut de la patience. Les gens ne changent pas d'avis en 5 minutes, ni même en 1 heure. Donc, il faut faire réfléchir. Quand on a donné des faits, il faut laisser à l'esprit de cette personne le temps de faire son cheminement, de faire son évolution. Et moi-même, j'ai déjà eu cette expérience. J'ai discuté, j'avais donné des faits, puis
je sors de la discussion en me disant, bon, je ne crois pas que je vais y arriver. Et puis, quelques semaines ou quelques mois après, la personne revient vers moi et dit, tu m'avais dit ça m'a fait réfléchir et j'ai vu que. Et donc, vous voyez que la personne a fait du chemin aussi. Donc, les conseils pour une méthode de discussion me semblent très, très importants. Et je crois que pour revenir à cette question concrète, comment coopérer concrètement? C'est un appel que je vais vous lancer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur l'histoire. Je suis en train de préparer un livre sur la désinformation concernant Israël. Il y a des recherches qui doivent se faire. Donc, on a besoin de gens pour nous aider à faire des recherches. On a besoin de gens pour nous aider à travailler sur les réseaux, sur Internet, pour contrer les gens qui diabolisent et qui font de la désinformation. On a besoin de gens pour nous aider à faire des vidéos qui permettent d'expliquer un problème concrètement et simplement à un public. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de public qui ne lit pas, mais si on fait des vidéos très accrocheuses et très courtes, on peut attirer leur attention et on peut arriver finalement à les faire lire. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de propositions, de possibilités. Et peut-être en terminant sur message optimiste, un message d'espoir. Je lisais récemment qu'il y a des employés juifs de Google qui ont fait une lettre à leur patron, qui ont créé un petit mouvement pour dire que voilà, Google devait cesser de présenter les Palestiniens de façon diabolisée, devait reconnaître que donc c'est des Juifs qui parlent, que ce que Israël fait aux Palestiniens, ce n'est pas correct et prendre une position. Des employés juifs de Apple ont fait la même prise de position, ont écrit une lettre au PDG là. Et donc, je crois que ça vous montre un espoir. Donc, il y a un travail à faire par les GAFA qui sont en train de censurer énormément d'informations sur Israël, sur la guerre, sur les États-Unis. Il y a des censures, des fermetures, il y a des marginalisations. C'est quelque chose dont on va reparler prochainement dans Investigation. Donc, les GAFA, il faut les mettre en accusation sur ça, il ne faut pas les laisser faire. Il faut les rendre responsables de ce qu'ils font. Et c'est très important. J'ai dit donc un nombre croissant de juifs qui prennent position pour la fin de ce qu'on fait aux Palestiniens. Et je crois qu'on doit on doit entrer en contact avec eux, on doit montrer aux gens que en fait, c'est pas juifs contre musulmans, c'est pas israéliens contre les autres, c'est en fait une question de colonisation et de racisme contre une question de justice et de la défense de la paix. Je crois que si on fait ça dans cet esprit-là, et vous êtes tous les bienvenus avec Investigation et avec d'autres groupes qui travaillent pour la défense de la paix et pour la défense de la vérité. Je crois que c'est possible. On a très longtemps, ne le cachons pas, été très pessimiste que vraiment Israël allait pouvoir travailler dans l'impunité pendant longtemps. J'ai montré qu'il y a des raisons d'espérer, j'ai montré que là-bas était de l'information, elle n'est pas perdue d'avance, on est en train de la gagner, et avec une bonne stratégie et une bonne coopération, on va pouvoir mener vers le jour où il n'y aura plus un État colonisateur et raciste, mais un seul État démocratique où tout le monde sera le bienvenu, il y aura l'égalité des droits. Je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui vont le voir et que donc, je termine sur un message d'espoir. Merci beaucoup Michel, je pense effectivement que c'est une bonne conclusion. Il y a quand même encore une question qui est apparue concernant les protocoles des sages de Sion. Et du coup, ça nous oblige quand même à aborder cette question de... Tu as beaucoup expliqué comment déjouer la propagande d'Israël, mais il y a l'autre versant qui est la propagande antisémite. Est-ce que tu peux éventuellement toucher un mot et voilà, comment éviter de tomber dans ces travers-là? Je l'ai dit au début, il y a eu effectivement des persécutions et une oppression contre les Juifs en Europe de l'Est et de l'Ouest au 19e et au 20e siècle. Il y en a encore. Et
on ne doit pas nier le problème de l'antisémitisme. J'ai fait il y a 3-4 semaines un Michel Midi, donc mon émission en direct sur Facebook Investigation, avec Vincent Engel, un écrivain belge, juif, qui a écrit un livre très intéressant là-dessus, le désir de mémoire entre déni et, je ne me souviens plus exactement du sous-titre, mais vous pouvez le trouver dans Michel Midi avec Vincent Engel. L'antisémitisme est un problème réel. Il est exagéré par les sionistes qui ont intérêt à faire peur aux juifs et il est exagéré parce qu'ils font croire que si on est antisioniste et contre l'oppression par l'État d'Israël, du coup, c'est parce qu'on est antisémite. Ce sont deux choses totalement différentes. Et donc, ça implique de notre part, qui soutenons les Palestiniens, qui soutenons la justice et le droit, ça implique que nous combattions les fake news racistes et antisémites. Le protocole des sages de Sion est un faux qui a été fabriqué justement par des antisémites qui voulaient diaboliser les juifs pour leurs intérêts à l'époque. C'est encore cité par des gens de mauvaise foi actuellement ou par des gens de bonne foi qui sont naïfs et qui n'ont pas été vérifiés comme il faudrait faire. Et donc, en menant la bataille contre le racisme des sionistes, il faut clairement, je crois que tout l'esprit de ce que j'ai dit a été, on ne gagnera cette bataille contre le racisme d'Israël qu'en la menant ensemble avec les musulmans, les juifs, les chrétiens, les laïcs, tous ensemble. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'injustice et d'agression, et ça, nous y avons tous intérêt. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça conclut parfaitement cette conférence. Je remercie également les participants d'avoir donc participé activement à cette conférence. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Investigation. Hein, donc, comme Michel le rappelait, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire, notamment acheter les livres pour la promotion spéciale de ce soir. Hein. En achetant les livres sur ce site, vous soutenez aussi Investigation tout en vous formant. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur marx.be hein, où vous pourrez voir le programme de nos conférences. Donc celle-ci est la dernière avant un redémarrage en septembre ou plutôt en octobre. Nous serons également présents au Festival Manifesta qui aura lieu à Ostende les 11 et 12 septembre. Hein, donc vous y êtes les bienvenus également. Et sur ce, donc, Investigation, il sera aussi. Investigation, il sera aussi donc une deuxième raison d'y aller. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et de bonnes vacances, je l'espère aussi, hein, malgré la situation sanitaire. Et merci à toi encore, Michel. Avec plaisir et merci pour le très bon travail de l'Université marxiste.